Et le temps de vous dire tout cela, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin dans la matinale est Dominique Madec. Il est co-porte-parole départemental de la Confédération paysanne des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct. Il est venu malgré le brouillard qui sévit actuellement sur les routes des Côtes-d'Armor. Soyez donc prudents. Bonjour Dominique Madec. Bonjour. Alors on va parler d'agriculture alors que c'est terminé la semaine dernière le salon de l'agriculture à Paris. J'avais envie qu'on fasse une sorte de bilan. Alors on ne pourra pas tout aborder, mais de ce salon de l'agriculture dont on a dit cette année qu'il était un petit peu moins fréquenté. Est-ce que c'est un petit signe est-ce que vous y avez vu un signe? Ou est-ce que finalement, non, voilà, ça n'a rien à voir. Les objectifs ont été atteints et vous avez pu vous faire entendre. J'entends le syndicat, la Confédération paysanne. Alors moi j'étais personnellement pas présent sur le salon, hein. J'y suis d'ailleurs jamais allé moi-même, mais sur le salon cette année les enjeux étaient sans doute un petit peu différents du salon de l'année dernière. Les élections professionnelles aux chambres d'agriculture étaient passées et du coup les enjeux en tout cas pour le monde paysan et agricole étaient sans doute un petit peu déplacés. Voilà, donc nous, notre syndicat, Confédération paysanne, on est présent sur le salon. On y voit un temps de rencontre et de croisement, notamment de politique ou de commissaires européens par exemple pour porter nos revendications, mais c'est pas l'emplacement central de l'agriculture en ce moment-là. Alors justement, salon éminemment politique, hein, on l'aura compris, c'est plus facile selon vous de pouvoir discuter, j'allais dire un peu à bâton rompu en dehors du cadre d'un bureau ou d'une commission et pouvoir essayer de faire passer ces idées? Alors dans un salon, il y a beaucoup de monde. Enfin là, vous avez dit qu'il y avait un petit peu moins de monde cette année. Enfin, je regardais les chiffres, il y a quand même 600 000, oui, voilà, plus de 600 000 visiteurs, donc ça fait beaucoup de monde et pas uniquement des gens à rencontrer. L'intérêt du salon, c'est qu'on peut croiser beaucoup de monde dans un espace qui est réduit. Après, effectivement, c'est sans doute pas là où se passent les messages les plus approfondis, puisque les temps de rencontre sont relativement limités. Voilà, c'est un moyen de faire du relationnel, de rencontrer des collègues de toute la France, plus que de construire des politiques publiques, par exemple. Voilà, on va y revenir aux politiques publiques, mais on s'est aperçu quand même que les Françaises, les Français qui visitent le salon, les Bretons, on a vu qu'il y avait beaucoup de Bretons qui étaient au salon cette année, ont une appétence pour le monde agricole, pour l'agriculture, pour la paysannerie, et ça reste constant. Ah oui, ça reste constant. Après, le salon n'est qu'une vitrine. Et comme dans toutes les vitrines, on met en avant ce qu'on veut montrer et on montre pas les difficultés du monde paysan qui perdurent. Hein. On peut penser aux difficultés, alors sans doute moins en Bretagne, mais en tout cas aux difficultés de revenus de certains collègues, aux limites climatiques qui s'imposent à nous et qui ont conduit l'année dernière à des situations compliquées dans pas mal de départements. Alors les Côtes-d'Armor, on s'en sort un petit peu mieux, ça a été sans doute plus simple que dans beaucoup de départements, mais voilà, les enjeux environnementaux, les enjeux autour du revenu sont très présents et sans doute un peu évacués du salon, qui est un moment où on présente la vitrine et sans doute une vitrine un peu trop brillante. Un peu trop belle, selon vous? Un peu trop belle, oui. Alors, avec un salon qui a été apaisé cette année, mais, et vous le dites très bien, Dominique Madec, il y a toujours ce qui perdure, c'est cette colère paysanne. Elle n'est pas retombée, cette colère? Alors la colère, elle est sans doute un peu retombée dans le fait qu'elle s'est exprimée au moment des élections. Hein. On a pu voir une progression, notamment des scores de la coordination rurale, hein, dans pas mal de départements. Alors ils ont pas derrière, on a un mode de scrutin extrêmement compliqué qui fait que toutes les chambres où ils sont arrivés, tous les départements où ils sont arrivés en tête, ils n'ont
pas réussi à prendre la présidence des chambres. Voilà, mais du coup, pour nous, les raisons, en tout cas profondes, du malaise agricole, elles perdurent, et le discours du gouvernement qui consiste à dire il faut augmenter la production à tout prix, ne répondent pas aux enjeux des paysans. On a pu voir avant le salon la loi d'orientation agricole, qui est une loi qui devait projeter dans les décennies à venir le monde agricole. Cette loi, pour nous, à la Confédération paysanne, elle est notoirement passée à côté de son sujet. C'est-à-dire qu'elle a ouvert les conditions du maintien d'un modèle agro-industriel qui, selon nous, est à bout de souffle. On continue comme avant, sans prendre en compte les questions du revenu, les questions de la transition agroécologique et les questions concrètes, matérielles de l'accès au foncier. Alors justement, l'accès au foncier aujourd'hui, c'est le grand enjeu. Il y a une grande demande de foncier. Alors bon, souvent pour construire, là il y a un gel des constructions sur le foncier pour préserver justement les terres agricoles. Et puis il y a la spéculation. Aujourd'hui, on voit arriver finalement des personnes qui spéculent sur le foncier agricole. Est-ce que c'est inquiétant justement cet aspect des choses? Ah oui, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des fermes qui ont atteint une taille telle que leur transmission est difficile. On s'aperçoit, enfin on le dit régulièrement, hein, mais que 50% des paysans vont partir en retraite dans la prochaine décennie, et du coup il va y avoir des mouvements extrêmement importants en termes de fermes à transmettre, et donc de foncier aussi qui va changer de main. Et dans ce cadre-là, il y a des nouveaux acteurs, hein, des spéculateurs d'une certaine façon, des financiers, oui, qui se positionnent sur le foncier, parce que dans certains cas, alors il y a une logique spéculative pure, hein, mais dans certains cas, les montages pour permettre la transmission de fermes, je pense notamment aux grandes cultures de 500 ou 700 hectares, comme la ferme de Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, des fermes de cette dimension-là sont difficiles à transmettre et à reprendre avec uniquement des capitaux familiaux, voilà. Donc pour nous, l'accès au foncier, c'est un enjeu extrêmement fort dans les années à venir. Est-ce qu'on tourne la page finalement de ce qui faisait le modèle agricole français, c'est-à-dire l'exploitation familiale ou avec quelques familles de taille moyenne et raisonnable, à justement ces grandes exploitations un peu à l'américaine? Alors, l'agriculture de firme, en France, on n'y est pas encore. Et heureusement, voilà. C'est sans doute l'horizon que certains souhaitent. Nous, à la Confédération paysanne, on accompagne clairement, notamment par le biais de certaines associations qui nous sont liées, qu'on appelle les ADR. On accompagne des porteurs de projets. Et ils sont pas tous dans un projet familial classique, comme on peut le voir, mais il y a des projets collectifs qui peuvent être très intéressant. Donc les lignes bougent dans ce sens-là aussi. Mais pour nous, il y a un intérêt de maintenir des modèles où ce sont les paysans qui ont la main sur les fermes et non pas des firmes. Voilà, j'allais vous poser la question parce qu'à partir de ce moment-là, le paysan, l'agriculteur n'est plus maître chez lui finalement. Ah oui, mais il y a même des exemples de coopératives. Alors là, je parle pas en Bretagne, hein, mais en grande culture, qui proposent des systèmes de régie aux paysans, où en gros le paysan se retrouve d'une certaine façon exécutant, complètement intégré à la coopérative qui porte ce modèle-là. Donc nous, on se bat contre les modèles d'agriculture de firme, hein, qui pour nous dépossèdent les paysans de leurs outils, et on se bat contre les causes de ce modèle, qui sont notamment liées à la spéculation sur les matières agricoles et à des prix qui répondent pas aux enjeux des besoins des paysans en grande majorité en tout cas. Voilà, finalement les paysans ne peuvent plus vivre et le consommateur paye finalement aussi en bout de chaîne ces spéculations. Ah oui, le consommateur peut le payer, alors pas nécessairement sur le prix, sauf si on se place à une échelle mondiale, voilà, donc on y viendra peut-être, mais en l'occurrence, le consommateur paye sur des produits avec une
qualité assez faible au final. Il y a une étude qui est sortie récemment qui chiffrait les coûts de la malbouffe en quelque sorte, parce qu'il y a des incidences sanitaires, des incidences environnementales, et produire beaucoup pour espérer gagner par des volumes, pour nous c'est pas une solution satisfaisante, parce que ça suppose d'être dépendant d'intrants en quantité importante, qu'ils soient phytosanitaires ou les engrais. On a pu voir les coûts qui ont très augmenté ces dernières années, donc ça crée une dépendance qui permet pas au consommateur de voir le prix réel en quelque sorte de ce qu'il achète. Alors, il y a le prix réel, il y a les incidences sanitaires. On parlait ce matin dans la revue de presse de l'obésité qui gagne beaucoup de personnes dans la population française aujourd'hui, parce que souvent on consomme des produits pas forcément de bonne qualité ou très transformés. Et paradoxalement, il y a une demande des consommateurs pour revenir à des produits plus naturels, moins transformés. Voilà, peut-être des produits qui rappellent aussi un peu l'enfance. On va parler de beurre salé, par exemple, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande transformation sur le beurre. Est-ce que c'est peut-être l'enjeu essentiel de demain, c'est produire de la qualité, produire un peu moins, produire en circuit court et permettre surtout aux paysans de pouvoir vivre de leur production? Alors la question de l'alimentation, effectivement, on peut pas dire qu'on est paysan sans se préoccuper de l'alimentation. C'est la raison même de notre métier. Nous, à la Confédération paysanne, on a des propositions sur ce sujet-là qui renversent un peu la table. On peut parler notamment de la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Une expérimentation est en train de se travailler sur Saint-Brieuc à ce sujet. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet qui part du constat que une partie des gens ne peuvent pas manger ce qu'ils aimeraient manger, le constat que vous faisiez, des gens qui peuvent dépendre de l'aide alimentaire ou pas, mais en tout cas, ils ont des choix qui leur sont imposés. Et ce projet vise à, un peu comme pour la sécurité sociale de la santé, à socialiser la question alimentaire. C'est-à-dire que les consommateurs auraient leur mot à dire. Donc ils visent par le biais d'un système de cotisation à verser, alors il y a un chiffre qui est fixé aujourd'hui, mais ce serait en gros 150 € par mois et par personne d'argent qui aurait été issu d'un système de cotisation. Et avec ces 150 €, les consommateurs se seraient mis d'accord sur les produits auquel il pourrait avoir accès avec ces 150 €. Un système vertueux, finalement. Alors, pour nous, c'est un système vertueux et ambitieux. C'est-à-dire qu'il renverse clairement les représentations qu'on peut avoir sur l'alimentation et une certaine... on peut avoir tendance à reprocher aux consommateurs de mal manger. Pour nous, là, ça remet le consommateur en position de choisir la nourriture qu'il va consommer. Il devient acteur, finalement. Il devient acteur, et y compris des consommateurs qui aujourd'hui sont dans des systèmes ou dans des revenus qui leur permettent pas de choisir. Avec aussi souvent de l'interrogation. On a des auditeurs des fois qui nous écrivent, qui nous disent on comprend pas dans les cantines scolaires, dans les collectivités, on mange mal, alors qu'on a des agriculteurs, des paysans à côté qui pourraient fournir, qui pourraient sans doute apporter des produits de meilleure qualité. Et il faut aussi travailler sur les collectivités, sur les entreprises qui ont souvent recours un peu à la malbouffe, il faut bien le dire. Alors sur les collectivités, il y a un enjeu qui est effectivement fort. Les lois Egalim prévoyaient des seuils en alimentation locale ou avec un signe de qualité, et des seuils aussi sur l'agriculture biologique. Et du coup, ces seuils-là, aujourd'hui, on constate qu'ils sont pas atteints. Le pire, c'est notamment les hôpitaux, qui sont pas réputés pour être un endroit où on mange particulièrement bien. Alors je jette pas la pierre aux élus, en tout cas, mais il y a des endroits où des choix sont faits
par des élus ou des exécutifs locaux, des départements, enfin voilà, des choix sont faits d'atteindre ces seuils-là. Donc c'est possible dans certains endroits, ça dépend de volonté politique et de moyens aussi, hein, mais pour nous, notamment si on pense aux difficultés qui sont rencontrées en filière bio en ce moment. Alors on allait y venir, vous me devancez un petit peu. J'allais vous demander, voilà, je vous coupe, pardonnez-moi, mais aujourd'hui il y a cette inquiétude sur plusieurs filières bio qui n'arrivent pas à s'en sortir. Certains paysans reviennent à une agriculture plus conventionnelle, comme on le dit. Là aussi il y a une inquiétude. Oui, mais pour nous, justement, enfin, pour terminer hein, sur la question des Galim, justement, pour nous, c'est un levier. Et Galim, ça pourrait être un levier. Si on parle, par exemple, du porc en bio, il y a un film sur la paille qui est sorti récemment sur France Télévisions, qui évoque le parcours et les difficultés rencontrées par un éleveur en porc bio. Si on parle du porc bio, aujourd'hui, c'est des volumes qui sont anecdotiques comparés au porc conventionnel. Et on s'aperçoit que un levier qui aurait été de tenir les engagements que l'État avait fixés dans la loi, dans les cantines, dans les collectivités publiques, si ce levier-là avait été pleinement activé, il n'y aurait pas eu de crise du porc bio. Vu les volumes qui sont produits. Et donc du coup, enfin là-dessus, il y a une vraie amertume en quelque sorte, notamment quand on a vu les débats là en ce moment, où au Sénat, à l'Assemblée nationale, il était question de ne plus porter d'objectifs chiffrés sur les surfaces en bio. Donc c'est en gros, débrouillez-vous, le marché vous sauvera. Or, pour nous, à la Confédération Paysanne, et pour moi personnellement, hein, la bio rend service à la société dans son ensemble. C'est-à-dire que l'agriculture biologique permet de ne pas avoir de coûts de dépollution, par exemple, sur les eaux, sur les pesticides, par exemple. On le voit aujourd'hui avec toujours et encore les agriculteurs, pour le coup, qui sont pointés du doigt dans la pollution de l'eau, des rivières. Là encore, les algues vertes, alors qu'on vient d'apprendre que le sanglier qui était mort en septembre dernier a succombé à l'inhalation des gaz rejetés par les algues vertes. Là aussi, il y a une urgence, une urgence environnementale, finalement. Alors sur l'environnement, il y a un vrai décalage entre la vision qu'on a eue un peu résumée de les paysans en ont marre des normes, n'en ont rien à faire de l'environnement, et ce qui se passe concrètement dans les fermes. C'est-à-dire que de notre point de vue, les paysans sont pas particulièrement heureux d'aller mettre des pesticides sur leurs champs. Il faut changer le modèle là aussi. S'ils le font aujourd'hui, c'est parce que tout concourt à ce qu'ils produisent de plus en plus à des coûts moindres et que le volume permette de tenir les fermes. Pour nous, il y a un vrai souci autour de la question de comment les paysans ont un revenu. Voilà, donc nous on s'est battu il y a 2 ans sur le soutien qui était apporté, soutien public dans le cadre de la PAC par le biais des mesures agro-environnementales et climatiques. On s'est battu pour que le financement des paysans qui s'engagent dans la transition par l'État soit garanti. Pour nous, il y a un levier et un enjeu à soutenir les paysans qui s'engagent pour l'environnement. Avec évidemment toutes les contraintes budgétaires d'un côté, une forme d'instabilité politique, ça a un peu desservi la cause paysanne, cette instabilité. Pour nous, l'instabilité, elle dure depuis un peu longtemps. C'est-à-dire que une des causes du malaise et de la colère qu'on peut percevoir en ce moment, pour moi, c'est une absence de ligne politique claire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on dit aux paysans, il faut produire, c'est le modèle issu d'après-guerre, hein, il faut produire beaucoup à un moindre coût. Puis on dit, oui mais non, c'est compliqué, il va falloir aussi prendre en compte l'environnement. Puis on leur redit, il va falloir reproduire à moindre coût pour une
question, alors ils appellent ça souveraineté alimentaire, mais on n'a pas la même vision à ce sujet-là. Mais voilà, pour nous, il n'y a pas de ligne claire. Des allers-retours, sans doute un peu avec des intérêts politiques à court terme, qui font que c'est difficile de se projeter dans une vision très claire. Nous, on souhaiterait qu'il y ait un soutien clair apporté à l'agroécologie, à une transition qui, de toute façon, va s'imposer par le changement climatique aux paysans et qu'on vit dans nos fermes. Voilà, donc pour nous, il faudrait qu'il y ait une ligne claire qui accompagne les paysans pour cette transition agroécologique et pour permettre d'avoir un revenu satisfaisant dans les fermes. Avec aussi la crainte de ces accords de libre-échange, on a beaucoup parlé du Mercosur, où on a vu quand même plutôt l'Union européenne prendre la main sur les différents États, avec des négociations, on a un petit peu écarté peut-être tel ou tel pays, ça a été un peu le cas pour la France. Est-ce qu'il y a une inquiétude toujours sur ces traités de libre-échange qui finalement ne vont pas dans le sens de tout ce que vous défendez, finalement, d'une agriculture plus proche, plus responsable, voilà. Est-ce qu'il y a toujours cette inquiétude ? Nous, à la Confédération paysanne, on est très clair, on s'oppose au traité de libre-échange, quel qu'il soit, parce que pour nous, ça dessert les paysans dans les deux pays. C'est-à-dire qu'on met tout le monde en concurrence sur un marché, alors que certains espèrent mondial, on met tout le monde en concurrence, et en gros, c'est les moins-disants qui vont gagner. Nous, ce qu'on porte à la Confédération paysanne, c'est une sortie de ces accords de libre-échange. Ça veut pas dire arrêter le commerce, voilà, ça veut pas dire arrêter le commerce. De le préciser. Mais on a en l'occurrence une vision qui permet aux paysans, c'est une vision de la souveraineté alimentaire, en gros que chaque pays puisse choisir la nourriture qui permette à sa population de vivre. Et donc aujourd'hui, qu'on n'en arrive pas à des accords de libre-échange qui mettent en concurrence les paysans des différents pays. On a une solution qui par exemple, qui serait des prix minimum d'entrée sur le territoire national ou européen. Cette solution de prix minimum d'entrée, elle s'adosserait sur des prix de revient payés aux paysans en France, et en l'occurrence, il n'y aurait pas de distorsion de concurrence à échelle mondiale. C'est plutôt une position vertueuse qui tirerait tout le monde vers le haut. Mais pour nous, les traités de libre-échange, c'est non, et ça reste non, parce qu'on le voit en plus, là, avec Trump. Alors, vous me devancez décidément, mais c'est très bien. J'allais vous demander s'il y avait une inquiétude aussi sur justement ces droits de douane. Mais justement, enfin, l'inverse du traité de libre-échange, c'est des droits de douane arbitraires. Là, en l'occurrence, c'est une version un peu caricaturale avec Donald Trump, parce que je suis pas sûr que demain il atteigne une autonomie alimentaire dans son pays, même si c'est un grand pays exportateur, mais en l'occurrence, je suis pas du tout certain que ça bénéficie aux paysans américains ni aux paysans français. Alors sur les conséquences, je pense que c'est surtout sur le secteur de l'alcool où ça peut être un peu compliqué, en vin et spiritueux. Après, sur les autres secteurs, je pense que les craintes que les paysans peuvent avoir sont moindres. On peut parler peut-être un peu en lait, mais le fromage. Oui, peut-être un peu en lait, mais on est quand même. Enfin, c'est pas notre marché principal sur l'exportation au fromage, les États-Unis. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est cette logique du libre-échange ou cette logique de droit de douane un peu arbitraire dans le cadre de rapports de force. Nous, on souhaite qu'il y ait une régulation sur les prix à échelle mondiale, mais une régulation qui bénéficie aux paysans et in fine à un territoire en entier et à ses consommateurs. Alors il y a aussi l'inquiétude aujourd'hui de la grande distribution. On l'a vu, les négociations se terminent là avec, on a vu des négociations très rudes, pas toujours à l'avantage des producteurs. Est-ce que là aussi il faut redéfinir un nouveau cadre pour ces négociations avec la grande distribution ? Alors, il y a eu des tentatives, Egalim, il y en a eu plusieurs. C'est des façons d'y arriver. Grande distribution et aussi filière agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, un peu un jeu de dupe où chacun va se renvoyer la balle entre l'agroalimentaire, la grande distribution.
généralement, c'est les paysans qui perdent. Nous, notre proposition de prix de revient, l'année dernière, Emmanuel Macron avait dit banco au moment du salon. Bon, on a eu du mal à le croire. On a bien eu raison parce que ça n'a pas avancé et en l'occurrence, certains collègues s'y opposent. Mais pour nous, la question du prix de revient, c'est-à-dire que les paysans ne soient pas payés en dessous de leur coût de production, qu'il y ait un prix de revient qui intègre un salaire digne pour les paysans et les cotisations sociales qui permettent d'assurer l'avenir aussi, que ce prix de revient soit un préalable à toute négociation avec la grande distribution et avec l'agroalimentaire. Voilà, deux secteurs qui font un peu la pluie et le beau temps sur l'agriculture, on peut le dire comme ça. Ah oui, aujourd'hui le rapport de force, il est sans doute en leur faveur. Enfin voilà, si on pense par exemple aux difficultés rencontrées par la filière bio, on sait que la plupart des gens achètent bio en grande et moyenne surface. Quand ils jouent pas le jeu en pratiquant des surmarges sur le bio, quand ils jouent pas le jeu en déréférençant massivement dans un moment compliqué pour la bio les produits bio, on peut avoir la dent un peu dure contre la grande distribution, quoi. On parlait tout à l'heure de la transmission des fermes à propos du foncier, mais on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes, parfois même des urbains, qui décident un jour de changer de vie, d'apprendre le métier et d'avoir une autre vision de l'agriculture, une vision plus en phase avec, j'allais dire, avec la terre, peut-être avec des pratiques plus écologiques, là aussi, peut-être produire moins mais produire mieux, avec des produits à valeur ajoutée. Est-ce que c'est ça, finalement, ce cheminement vers l'avenir de l'agriculture ou de la paysannerie? Alors, c'est un des chemins. C'est-à-dire que effectivement, nous on accompagne par le biais de l'association qui s'appelle Agriculture Paysanne dans les Côtes-d'Armor des porteurs de projets qui sont pas tous issus du monde agricole. On les appelle les NIMA, non issus du monde agricole. C'est un acronyme, ça jargonne beaucoup dans tous les métiers, mais en agricole aussi. Et donc ces gens qui sont pas issus du milieu agricole, pour nous il y a un enjeu à les accompagner, mais un enjeu qui est enfin ce qu'on évoquait au début de l'entretien, hein, qui est lié à un moment particulier où la démographie agricole fait qu'il y a beaucoup de fermes qui vont changer de main, et donc beaucoup de fermes aujourd'hui, les collègues qui vont partir en retraite s'imaginent ne pas pouvoir la transmettre. Pour nous, toute ferme peut être transmise. Il y a un enjeu à communiquer là-dessus. Là, vous parliez des jeunes qui ont des souhaits de s'installer en agriculture. Il y a aussi un enjeu important à ce que le message soit passé à ceux qui vont céder leur ferme. C'est-à-dire que pour nous, toute ferme est reprenable. Alors, pas nécessairement dans la même production, pas nécessairement dans la même organisation qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais ce message-là, il est vraiment important que voilà, les fermes doivent être transmises. Voilà, en tout cas, le message passe sur les ondes de Bretagne 5. C'est important justement que ce renouvellement se fasse encore à une échelle humaine et justement, là encore, ça nous ramène à ce qu'on disait au début, pour éviter peut-être l'emprise de ces grandes industries agricoles. Alors oui, c'est important. Là, en Bretagne, alors j'ai pas. En tout cas, il y a eu une communication au moment du salon du SPACE, un autre salon. Voilà le salon agricole de Rennes. Hein, voilà, ouais, on le dit. Il y a eu une communication au moment de ce salon de l'élevage de la part du Crédit Agricole qui disait nous allons rentrer au capital des fermes pour en faciliter la transmission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Bretagne, mais pas seulement, hein, on a des fermes qui nécessitent une telle mobilisation de capitaux pour la transmission que le Crédit Agricole, la banque, choisit de rentrer au capital pour le faciliter. Pour nous, c'est extrêmement inquiétant et on doit pouvoir transmettre les fermes dans des conditions où les jeunes repreneurs se retrouvent pas soit liés à la banque, soit endettés très lourdement pour le restant de leur carrière.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Dominique Madec, co-porte-parole départementale de la Confédération paysanne des Côtes-d'Armor. On a parlé d'agriculture longuement sur l'antenne de Bretagne 5 et on continuera à le faire. Merci infiniment d'être venu au micro en direct ce matin malgré le brouillard. Merci de votre invitation. Très belle journée. Bonne journée aussi. Au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.